Avez-vous déjà entendu parler des voitures à hélices ou des ceintures de sécurité qui s'enroulaient autour du cou? L'histoire de l'automobile est jalonnée d'expériences qui, bien qu'elles aient semblé prometteuses à l'époque, se sont révélées être des cauchemars en matière de sécurité. Des années 1940 aux années 1980, une série de caractéristiques et de solutions innovantes ont été mises au point pour améliorer l'industrie automobile. Mais nombre d'entre elles ont échoué lamentablement, laissant derrière elles un héritage d'accidents, de blessures et d'indignation publique. Avec le recul, il est clair que ces dispositifs, bien que dangereux, ont contribué à des avancées qui nous semblent aujourd'hui si naturelles, comme les ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage, les systèmes de freinage plus efficaces et les carrosseries conçues pour absorber les chocs. Pourtant, à l'époque où ils sont apparus, chacun de ces dispositifs problématiques semblait avoir une justification plausible. Fascination pour l'avenir, tentative d'innovation à tout prix ou simple manque de règles de sécurité consolidées. Si les ceintures cervicales peuvent paraître étranges à ceux qui n'ont pas connu cette époque, les voitures à hélices, en revanche, frôlent le surréalisme. On trouve des traces de prototypes datant des années 1910, mais c'est dans les années 1930 et 1940 qu'ils se sont imposés. Des visionnaires admirateurs de l'aviation, comme Marcel Leia, créateur de l'Hélica, ou d'autres passionnés qui voyaient dans le moteur à hélice la possibilité de libérer la voiture des systèmes de transmission conventionnels, se sont lancés dans des projets qui, aujourd'hui, semblent relever du rêve éveillé. L'objectif était simple: appliquer à la voiture l'efficacité et la rapidité des avions, en profitant du mouvement des pales en rotation pour propulser le véhicule dans les rues. Certaines de ces créations ont même été exposées lors de salons et d'événements automobiles, attirant l'attention de spectateurs et de passionnés fascinés par l'idée de conduire quelque chose qui ressemblait à un avion terrestre. Cependant, le problème est apparu dès que l'on a analysé les risques évidents que cela comportait. Les hélices découvertes tournant à grande vitesse représentaient un danger imminent, car, en plus d'exposer les piétons à de graves blessures en cas de contact accidentel, elles posaient également des problèmes de maniabilité. À faible vitesse, ces voitures sont difficiles à manœuvrer et toute collision légère peut avoir des conséquences tragiques si l'hélice est endommagée ou se brise, projetant des morceaux tranchants vers le conducteur, les passagers ou toute autre personne se trouvant à proximité. Des accidents extrêmement graves impliquant ces machines expérimentales ont été signalés, notamment des incendies et des renversements qui ont attiré l'attention des autorités et ont finalement scellé le destin de ce type de véhicule. Dans les années 1950, sous l'effet de réglementations plus strictes et d'une logique d'ingénierie recherchant la stabilité et la durabilité, les voitures à hélices sont de plus en plus considérées comme des curiosités historiques plutôt que comme des véhicules viables pour la production de masse. Leurs principes de base ont toutefois inspiré des améliorations dans certains aspects de l'aérodynamique et du comportement des véhicules, car de nombreux ingénieurs travaillant sur ces projets ont fini par orienter leurs recherches vers l'amélioration de l'écoulement de l'air autour de la carrosserie des voitures conventionnelles. En outre, à cette époque, les règles de sécurité n'en étaient qu'à leur balbutiement, ce qui permettait aux inventeurs de s'aventurer dans des solutions extrêmes sans analyse de risque appropriée. Je pense que de nombreux passionnés de l'époque ont vu dans ces innovations une fenêtre ouverte sur l'avenir, sans se rendre compte des dangers qu'elles pouvaient entraîner dans la vie quotidienne sur les routes. Pendant une grande partie du XXe siècle, la sécurité automobile a été traitée avec un mélange d'improvisation, d'audace et d'ignorance. J'en veux pour preuve les colonnes de direction non rabattables qui ont été une caractéristique commune des voitures produites en série pendant des décennies. Imaginez que vous conduisiez une voiture avec une barre d'acier solide, pointant directement vers votre poitrine. Tel était le scénario réel auquel étaient confrontés les conducteurs avant l'introduction des colonnes pliables. Cette structure rigide, directement reliée au système de direction, offrait précision et durabilité, mais cachait un danger mortel. En cas de collision frontale, la colonne pouvait se transformer en une véritable lance, empalant le conducteur sous la force de l'impact. Pendant de nombreuses années, ce risque a été ignoré ou sous-estimé. La sécurité ne faisait pas encore partie des exigences des consommateurs ordinaires ni des priorités des constructeurs automobiles.
Ce n'est qu'avec l'augmentation des statistiques d'accidents mortels et le débat croissant sur la sécurité routière que ce type de problème a commencé à retenir l'attention. Dans la seconde moitié des années 1960, les autorités réglementaires des États-Unis ont rendu obligatoire l'adoption de colonnes de direction pliables, qui sont devenues un élément standard des voitures. Chevrolet, par exemple, a été l'un des pionniers en adoptant ce système en 1967, avec des mécanismes conçus pour absorber l'énergie de l'impact et réduire le risque de blessures mortelles. Cette avancée a marqué un tournant dans l'ingénierie automobile, démontrant qu'il était possible d'améliorer la sécurité sans sacrifier complètement les performances. Et ce n'est pas seulement dans les colonnes qu'ils ont essayé d'innover avec des idées controversées. Un exemple curieux, mais qui a aussi révélé ses risques, est celui du volant inclinable. Introduit par Ford au début des années 1960, il avait pour but de faciliter l'accès à la voiture. Le concept était ingénieux. Permettre au volant de se déplacer latéralement, libérer de l'espace sur le tableau de bord et rendre l'accès plus confortable. Cependant, ce côté pratique cache de sérieux défauts. Dans certaines situations, le mécanisme pouvait se détacher ou se déplacer pendant la conduite, mettant en péril la stabilité et le contrôle du véhicule. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que l'on apprenne que des conducteurs rencontraient des difficultés, voire perdirent le contrôle de la voiture, en raison des défaillances de ce système. Le résultat a été l'abandon de cette innovation peu de temps après, Ford revenant lui-même à des volants fixes sur ses modèles, réalisant que la sécurité devait toujours passer avant la commodité. Dans la recherche de solutions alliant confort et contrôle, une autre expérience radicale a retenu l'attention: le système de direction à volant. Ce concept futuriste, présenté par Ford dans le cabriolet Mercury Park Lane 1965, remplace le volant traditionnel par deux petits cadrans latéraux que le conducteur tourne avec ses poignets. L'objectif était d'offrir une expérience plus ergonomique et plus précise, réduisant ainsi la fatigue au volant. Les accoudoirs étaient intégrés au système pour assurer le confort sur les longs trajets. Cependant, l'idée n'a jamais abouti. La plupart des conducteurs testés ont fait part de leur difficulté à s'adapter au nouveau format, d'un manque de précision, voire d'une insécurité dans les virages ou lors de manœuvres rapides. L'absence de réponse intuitive, fondamentale dans la circulation, a fini par enterrer l'idée. Le volant traditionnel s'est imposé, non pas par manque de créativité des ingénieurs, mais parce que sa fonctionnalité simple et directe est restée imbattable. Aujourd'hui encore, la direction reste l'un des éléments les plus résistants aux changements dans la conception automobile, précisément parce qu'elle est le prolongement direct du réflexe humain de contrôler la voiture. Mais si la direction a gagné des couches d'innovation et d'essai, un élément de sécurité essentiel a mis longtemps à se consolider: les appuis-têtes. Bien qu'ils aient été inventés dès 1921, ce n'est qu'à la fin des années 1960 qu'ils ont commencé à être pris au sérieux en tant que mesure de protection contre le coup du lapin, l'une des blessures les plus fréquentes lors des collisions par l'arrière. Jusqu'alors, les appuis-têtes étaient considérés comme un accessoire de luxe, présent principalement dans les voitures haut de gamme. Le public les considérait davantage comme un élément de confort que de sécurité. Des véhicules comme la Ford Galaxy 500 et l'El Camino SS, par exemple, étaient populaires et puissants, mais n'étaient pas équipés d'appuis-têtes de série. Les choses ont commencé à changer lorsque les recherches et les crash tests ont clairement montré que l'absence d'appui-nuque augmentait considérablement les cas de blessures à la nuque, en particulier lors de collisions par l'arrière. Volvo a une fois de plus pris les devants en rendant les appuis-têtes standards en 1968, et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que d'autres constructeurs automobiles suivent le mouvement, surtout après que l'exigence a été mise en œuvre dans plusieurs pays à la fin de la décennie. Des études ultérieures ont montré que le simple ajout d'un appuie-tête bien positionné pouvait réduire les blessures à la nuque de 5 à 10%, en particulier lors de collisions légères à modérées. L'évolution de ces éléments montre que la sécurité automobile a longtemps été le résultat d'essais et d'erreurs. Colonnes rigides, volants expérimentaux, supports négligés. Autant de moments où l'industrie a dû tirer les leçons des échecs.
Aujourd'hui, il est presque inconcevable d'imaginer une voiture sans systèmes intégrés de protection du conducteur et des passagers, mais cette réalité n'a été possible que parce que les erreurs du passé ont servi de base à une amélioration continue. De nombreuses caractéristiques, que nous considérons aujourd'hui comme indispensables, ne sont devenues la norme qu'après des décennies d'accidents, de statistiques alarmantes et de pression de l'opinion publique. Ce processus d'adaptation progressive nous rappelle que le progrès ne vient pas toujours d'un génie immédiat, mais d'une volonté de reconnaître ce qui n'a pas fonctionné, d'en tirer les leçons et de construire quelque chose de mieux. Et, comme nous le verrons plus loin, même la conception visuelle des voitures n'a pas échappé à cette relation entre esthétique, innovation et risque. Alors que les appuis-têtes ont finalement gagné leur place en tant qu'élément essentiel de la sécurité des passagers, d'autres éléments de la conception automobile ont continué à osciller entre l'innovation esthétique et le danger réel. Les ornements du capot en sont un exemple frappant. Très répandus dans les années 1940 à 1960, ces ornements accrocheurs étaient des symboles de statut et de style et ont été adoptés par des marques prestigieuses telles que Rolls-Royce avec son emblématique Spirit of Ecstasy ou Jaguar avec son félin en position de saut. Ces ornements métalliques permettaient non seulement d'identifier la marque, mais aussi de conférer une aura de luxe et de personnalité au véhicule. Cependant, sous cette apparence sophistiquée se cachait un risque silencieux. En cas de choc ou de collision, les ornements rigides se transformaient en véritables lames destinées à blesser. Les piétons heurtés par l'avant des voitures pouvaient subir des coupures profondes, des perforations et des blessures graves causées par ces objets décoratifs. Avec l'essor des campagnes de sécurité routière et la prise de conscience de l'impact des accidents urbains, les constructeurs automobiles ont commencé à remplacer ces ornements par des versions rétractables ou flexibles, ou les ont tout simplement supprimés. Dans les années 1970, il était rare de voir une nouvelle voiture sortir de l'usine avec des ornements de capot en métal, marquant la fin d'une époque où le style passait souvent avant la sécurité. L'esprit futuriste qui a inspiré les ornements de capot agressifs s'est également reflété dans un autre phénomène emblématique: le design de l'ère du jet. Inspiré par la course à l'espace et l'aviation militaire, le style des voitures entre la fin des années 440 et le début des années 660 a commencé à incorporer des éléments simulant des turbines, des ailerons et des lignes aérodynamiques exagérées. Des modèles comme la Cadillac Eldorado de 1959, avec ses énormes ailerons arrière et ses lanternes ressemblant à des fusées, ou la Ford Thunderbird et la Chrysler Imperial, avec leurs calandres proéminentes et leurs carrosseries sculptées, ressemblaient à des vaisseaux spatiaux prêts à décoller. Le public de l'époque était partagé entre la fascination pour ce look audacieux et la prise de conscience que les voitures devenaient des machines trop extravagantes. Au fil du temps, les dangers de certains aspects de ce design ont commencé à apparaître. Les ailerons acérés, par exemple, pouvaient provoquer des blessures en cas de collision ou même lors de simples accidents de stationnement. En outre, la visibilité arrière était souvent gênée par l'excès d'éléments décoratifs. Le tournant s'est produit lorsque les consommateurs ont commencé à accorder plus d'importance à la sécurité et à la fonctionnalité qu'au spectacle visuel. La transition vers un design plus épuré et plus pratique a été motivée à la fois par des exigences de sécurité et par des changements culturels qui ont progressivement fait disparaître les excès de l'ère spatiale au profit d'un look plus sobre et plus efficace. Mais ce n'est pas seulement l'aspect extérieur des véhicules qui a posé problème. La configuration intérieure comportait également des risques qui peuvent sembler évidents aujourd'hui. C'est le cas des banquettes, très populaires entre les années 1940 et 1980. Ces sièges d'un seul tenant, qui permettaient à 3 passagers de s'asseoir côte à côte à l'avant de la voiture, étaient synonymes de confort et d'espace, surtout dans les grandes berlines américaines comme la Chevrolet Bel Air ou la Ford Galaxy 5 Cents. Ils renforçaient également l'idée de vie de famille et même de romance, puisqu'ils permettaient aux couples de s'asseoir plus près l'un de l'autre.
Cependant, ce type de siège présentait de sérieuses lacunes en matière de sécurité. Sans soutien latéral et avec peu de retenue, les occupants pouvaient facilement être projetés lors de virages serrés ou de collisions. Dans les accidents frontaux, il était fréquent que le passager du milieu soit projeté vers l'avant ou sur le côté, heurtant d'autres occupants ou le tableau de bord du véhicule. Avec l'évolution des normes de sécurité, notamment l'utilisation obligatoire des ceintures de sécurité et le développement des airbags, les banquettes ont commencé à être remplacées par des sièges baquets. Ces nouveaux sièges individuels offrent un soutien anatomique et une sécurité accrue, facilitant l'installation des systèmes de retenue et assurant une plus grande stabilité du corps dans les situations dangereuses. Dans les années 1980, les banquettes étaient devenues une rareté dans les voitures particulières, ne subsistant que dans les camionnettes et les véhicules utilitaires. Le volant rigide est un autre élément qui a été présent dans les voitures pendant de nombreuses décennies, mais qui présentait également des risques considérables. Au début de l'industrie automobile, les volants en métal, en bois ou en bakélite étaient courants. Ils offraient un contrôle direct et une sensation de robustesse qui plaisait à de nombreux conducteurs. Toutefois, en cas de collision, ce type de volant devenait une menace mortelle. En l'absence de tout dispositif d'absorption des chocs, il pouvait causer de graves blessures au thorax ou au visage du conducteur. Dans des situations extrêmes, il y avait même un risque d'empalement, surtout sur les modèles dont la colonne de direction n'était pas encore repliable. Au départ, l'acceptation par le public de ces volants rigides était élevée, principalement en raison de l'absence d'alternatives et de la méconnaissance des risques encourus. Avec la multiplication des crash tests et l'apparition d'organismes de réglementation, ces problèmes ont commencé à être documentés de manière plus précise. C'est alors que sont apparus les premiers volants dotés de zones déformables et de matériaux plus souples, accompagnés de colonnes de direction rétractables qui absorbaient une partie de l'énergie de l'impact. Cette évolution a fait du volant non seulement un instrument de conduite, mais aussi un élément de protection active. Ces changements montrent comment, au fil des décennies, l'industrie automobile a dû faire face à sa propre histoire de risques négligés. Du luxe mortel des ornements de capot au siège qui projetèrent les passagers comme des poupées de chiffon, en passant par les volants qui se transformaient en armes, chaque innovation mal conçue a permis de tirer de dures leçons. La sécurité automobile, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est née de l'accumulation de ces expériences, souvent tragiques, qui ont permis de comprendre que la conduite est une activité qui exige avant tout protection, contrôle et responsabilité. Et comme nous le verrons plus loin, même les toits des voitures, conçus pour apporter style et liberté, ont fini par révéler de dangereuses faiblesses structurelles. La recherche d'innovation et de style dans la conception automobile a continué à alimenter des solutions audacieuses tout au long des années 70 et 80, mais ces tentatives n'ont pas toujours abouti à de réelles améliorations pour les conducteurs. L'un des exemples les plus frappants est celui des fameux toits en T. Très populaires sur les voitures de sport, en particulier aux États-Unis, les toits en T sont constitués de deux panneaux amovibles qui laissent une bande centrale de métal, formant littéralement la lettre T. L'idée était d'offrir une expérience similaire à celle d'une voiture de sport. L'idée était d'offrir une expérience similaire à celle d'un cabriolet, mais avec une plus grande rigidité structurelle. Des modèles tels que la Chevrolet Corvette, la Pontiac Firebird Trans Am et la Nissan 280 ZX ont contribué à populariser cette tendance qui allie sportivité, liberté de conduite et attrait visuel. Cependant, cette innovation comportait des risques importants qui n'étaient pas toujours visibles au premier abord. En supprimant les parties fixes du toit, la structure de la voiture perdait de sa solidité, notamment en cas de retournement. Même avec le renforcement de la colonne centrale, les toits en T ne pouvaient pas offrir la même protection qu'une carrosserie entièrement fermée. En cas d'accident grave, le risque d'effondrement de la partie supérieure de la voiture était réel, mettant en péril la sécurité des occupants. En outre, les panneaux amovibles présentaient souvent des problèmes d'étanchéité, entraînant des fuites, des bruits internes et une usure précoce des caoutchoucs d'étanchéité. Au fil du temps, avec l'évolution des normes de sécurité et des exigences des consommateurs, ce type de toit a été remplacé par des solutions plus robustes,
tels que les toits ouvrants électriques et les toits panoramiques fixes, qui garantissent le confort, la visibilité et l'intégrité structurelle. L'apogée des toits en T a été de courte durée et ils ont finalement été abandonnés au profit de la sécurité et de la praticité. Et si nous parlons de risques cachés, il est impossible d'ignorer l'un des plus grands méchants silencieux de l'histoire de l'automobile, l'amiante. Largement utilisé dans les plaquettes de frein entre les années 1940 et 1980, l'amiante était apprécié pour sa grande résistance à la chaleur et sa durabilité. Les plaquettes fabriquées avec ce matériau étaient efficaces, en particulier sur les gros véhicules très sollicités tels que les autobus, les camions et les taxis. Des fabricants tels que Ford, General Motors, Chrysler et Bendix ont incorporé de l'amiante dans leur système de freinage pendant des décennies. Le problème était que, au cours de leur utilisation, des particules d'amiante se détachèrent des plaquettes et étaient inhalées par les conducteurs, les mécaniciens et même les passagers, s'accumulant dans les poumons de manière invisible et extrêmement toxique. Des études médicales ont prouvé qu'une exposition prolongée à l'amiante était liée à des maladies graves telles que l'asbestose et le mésothéliome, un cancer agressif qui affecte la muqueuse des poumons. Bien que les premiers avertissements concernant les risques soient apparus dans les années 1960, il a fallu plus de 20 ans pour que des mesures réglementaires commencent à interdire l'utilisation de ce matériau dangereux. Dans les années 1990, après une forte pression publique et judiciaire, la plupart des pays occidentaux ont interdit l'utilisation de l'amiante dans les plaquettes de frein. Le remplacement de l'amiante par des composés organiques, céramiques et métalliques a permis non seulement de préserver la santé, mais aussi d'améliorer les performances de freinage grâce à des matériaux plus légers, plus résistants et plus sûrs. Les premiers systèmes d'airbag sont un autre exemple d'innovation qu'il était urgent d'améliorer. Si les airbags sont aujourd'hui considérés comme des bouées de sauvetage, et ils le sont en effet, il n'en a pas toujours été ainsi. L'introduction des airbags dans les années 1970 et 1980 a été marquée par des essais, des erreurs et des accidents. General Motors a été l'un des pionniers, en installant des airbags dans des véhicules tels que la Chevrolet Impala 1973 pour le gouvernement et en proposant l'airbag passager dans l'Oldsmobile Toronado. Cependant, les premiers airbags se déployaient de manière extrêmement violente. En cas de collision frontale, ils se gonflaient avec une telle force qu'ils provoquaient des blessures au visage et à la poitrine, voire la mort d'enfants ou d'adultes de petite taille mal positionnés. À l'époque, il n'y avait pas de capteur intelligent pour calculer la force de l'impact ou identifier le poids de l'occupant. Le système était tout ou rien. Cela a suscité une certaine méfiance de la part du public et a retardé l'adoption à grande échelle. Ce n'est que dans les années 1990, avec les progrès des systèmes de contrôle électronique et l'introduction des airbags frontaux, latéraux et rideaux à calibrage intelligent, qu'ils sont devenus obligatoires et fiables. L'évolution des airbags est un exemple classique de la manière dont la technologie automobile doit souvent passer par une période de tests douloureux avant d'atteindre un niveau de sécurité acceptable. Lorsque l'on parle de sécurité, l'un des éléments les plus fondamentaux de la voiture est la portière, et même celle-ci n'a pas échappé à des conceptions défectueuses. Entre les années 1940 et 1960, il était courant de trouver des véhicules équipés de serrures de porte inefficaces ou mal conçues. Au lieu de protéger les occupants, ces serrures présentaient souvent un double danger. Soit elles s'ouvraient d'elles-mêmes en cas d'accident, projetant le passager à l'extérieur, soit elles se bloquaient, piégeant les occupants de la voiture dans la fumée, le feu ou les inondations. Ces problèmes étaient particulièrement visibles sur les modèles populaires de constructeurs tels que Ford et Chevrolet. Face à ces nombreux incidents, la pression en faveur du changement s'est accrue et les ingénieurs ont commencé à mettre au point des mécanismes de verrouillage plus robustes et plus sûrs. Des systèmes de double verrouillage, des renforcements structurels des portes et des serrures à points d'ancrage multiples ont été introduits dans les années 1970, réduisant considérablement les risques associés. Au fil du temps, l'introduction de systèmes de verrouillage central électrique
et de capteurs automatiques a également apporté plus de contrôle et de sécurité aux occupants. Enfin, il ne faut pas oublier les freins à tambour, qui ont dominé l'industrie pendant plus d'un demi-siècle. Breveté par Louis Renault. En 1902, le frein à tambour était considéré comme une grande amélioration par rapport aux freins à chaîne ou mécaniques. Dans les années 1940 et 1950, pratiquement tous les véhicules utilisèrent ce système, qui consistait en des mâchoires appuyant sur l'intérieur d'un tambour fixé à la roue. Il était bon marché, fiable dans des conditions normales et facile à entretenir. Cependant, il présentait un défaut critique, la perte d'efficacité en cas d'utilisation continue, connue sous le nom de fading. Lorsque le système surchauffe, la puissance de freinage diminue considérablement, ce qui peut s'avérer fatal lors de longues descentes ou de freinages répétés. Cette limitation a conduit à l'adoption de freins à disque sur les roues à partir des années 1960. Les freins à disque offrèrent des performances supérieures, une meilleure dissipation de la chaleur et une réponse plus précise, en particulier dans des conditions défavorables. Au fil du temps, ils sont devenus la norme sur les voitures particulières, bien que de nombreux modèles aient conservé des freins à tambour sur les roues arrière pour des raisons de coût. L'évolution complète s'est faite avec l'arrivée des systèmes ABS qui empêchent les roues de se bloquer et aident le conducteur à garder le contrôle de la voiture en cas de freinage brusque. Toujours dans ce contexte de sécurité, une expérience curieuse et prometteuse a marqué la tentative d'innovation en matière de protection des occupants. Le pare-brise escamotable, utilisé dans la légendaire Tucker 48. Développé par Preston Tucker, cette berline était équipée d'un pare-brise monté sur un joint en caoutchouc souple, conçu pour se détacher en une seule pièce en cas de collision, ce qui permettait aux occupants de s'échapper plus facilement et d'éviter les blessures causées par les éclats de verre. L'idée était révolutionnaire et, en fait, en avance sur son temps, mais elle a souffert de la production limitée du véhicule et des doutes quant à sa sécurité en cas de collision à grande vitesse. De plus, avec les progrès du verre feuilleté, capable de retenir les éclats sans céder, les pare-brises ouvrants ont rapidement été abandonnés au profit de solutions plus résistantes. Néanmoins, cette innovation a servi d'inspiration au concept moderne de verre de sécurité, qui privilégie à la fois la résistance et la possibilité de s'échapper dans les situations critiques. Comme nous le verrons plus loin, les défauts du passé, aussi dangereux qu'ils aient pu être, ont contribué à jeter les bases de la sécurité moderne. Certaines d'entre elles, comme les ceintures abdominales, nous montrent que même des idées bien intentionnées peuvent causer de gros problèmes si elles ne sont pas étudiées en profondeur. Au fur et à mesure des progrès de la sécurité automobile, il est apparu que même les dispositifs créés avec de bonnes intentions pouvaient devenir dangereux s'ils étaient mal planifiés ou mis en œuvre de manière incomplète. Ce fut le cas des ceintures abdominales, introduites au début du XXe siècle et popularisées dans les années 1950 et 1960 comme solution pratique pour réduire la gravité des blessures en cas de collision. Ces ceintures se composaient d'une seule sangle qui passait sur les hanches de l'occupant et le fixait au siège. En théorie, elles représentaient un progrès remarquable. Après tout, empêcher le corps d'être projeté vers l'avant lors d'un impact frontal était déjà une avancée significative. Toutefois, au fil du temps et de l'augmentation du nombre de tests de collision, on s'est aperçu que les ceintures abdominales présentaient de sérieuses limites. En ne retenant que la partie inférieure du corps, elles permettaient à la partie supérieure, torse, cou et tête, de se déplacer violemment lors d'une collision, ce qui augmentait le risque de blessures à la colonne vertébrale, à la poitrine et surtout à la région cervicale. Des cas de lésions internes causées par la compression de l'abdomen ont également été enregistrés, ainsi que des épisodes de coups du lapin qui auraient pu être évités avec un système de retenue plus complet. C'est à la lumière de ces données que la ceinture à 3 points d'ancrage, déjà utilisée en Suède depuis la fin des années 1950, a commencé à être adoptée comme norme à l'échelle mondiale. Elle combine une ceinture abdominale et une ceinture épaulière transversale, répartissant la force de l'impact entre le thorax, les épaules et le bassin, ce qui réduit considérablement le risque de blessures graves.
En cédant le brevet de l'invention de Niels Bohlin à d'autres constructeurs automobiles, Volvo a contribué de manière décisive à faire de la ceinture à 3 points d'ancrage un symbole universel de sécurité. Le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y avait encore des réticences de la part de certains consommateurs qui trouvaient les ceintures inconfortables et même de la part des constructeurs automobiles qui hésitaient à repenser l'intérieur de leur véhicule. Mais à partir des années 1970, sous la pression croissante des réglementations et des campagnes de sensibilisation, l'utilisation des ceintures à 3 points d'ancrage est devenue non seulement recommandée, mais obligatoire dans de nombreux pays. Aujourd'hui, son impact est incontestable. On estime qu'elle sauve chaque année des centaines de milliers de vies dans le monde. Toujours dans ce contexte de sécurité, une expérience curieuse et prometteuse a marqué la tentative d'innovation en matière de protection des occupants. Le pare-brise escamotable, utilisé dans la légendaire Tucker 48. Développée par Preston Tucker, cette berline était équipée d'un pare-brise monté sur un joint en caoutchouc souple, conçu pour se détacher en une seule pièce en cas de collision, ce qui permettait aux occupants de s'échapper plus facilement et d'éviter les blessures causées par les éclats de verre. L'idée était révolutionnaire et, en fait, en avance sur son temps, mais elle a souffert de la production limitée du véhicule et des doutes quant à sa sécurité en cas de collision à grande vitesse. De plus, avec les progrès du verre feuilleté, capable de retenir les éclats sans céder, les pare-brises ouvrants ont rapidement été abandonnés au profit de solutions plus résistantes. Néanmoins, cette innovation a servi d'inspiration au concept moderne de verre de sécurité, qui privilégie à la fois la résistance et la possibilité de s'échapper dans les situations critiques. Enfin, il est impossible de terminer ce voyage à travers les erreurs et les leçons tirées de l'histoire de l'automobile sans mentionner l'un des épisodes les plus controversés jamais enregistrés, le cas de la Ford Pinto. Lancée en 1971 pour répondre à la demande de voitures compactes et économiques, la Pinto est rapidement devenue le symbole de l'un des plus grands scandales de sécurité de l'industrie. La conception de son réservoir de carburant le plaçait juste derrière l'essieu arrière, dans une position vulnérable aux collisions par l'arrière. Les tests internes de Ford ont montré qu'en cas d'impact relativement faible, le réservoir pouvait se rompre, laissant échapper du carburant inflammable et provoquant des incendies instantanés. Malgré cela, l'entreprise a décidé de poursuivre la production, affirmant que le coût du repositionnement du réservoir ne justifiait pas l'investissement, surtout si l'on considère les bénéfices attendus du modèle. Au fil des ans, des dizaines d'accidents impliquant la Pinto ont entraîné des décès par brûlure, des blessures graves et des dommages irréparables. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la publication de documents internes de Ford montrant que l'entreprise avait calculé qu'il serait moins coûteux d'indemniser les familles des victimes que de corriger le défaut. Le scandale a déclenché une vague d'indignation aux États-Unis, qui s'est traduite par des procès, des auditions au Congrès et finalement le rappel de plus de 1 500 000 véhicules en 1978. L'affaire Pinto est devenue un événement marquant non seulement dans l'histoire de Ford, mais aussi dans l'ensemble de l'industrie automobile, qui a fait l'objet d'une surveillance beaucoup plus stricte. Elle a également rappelé le poids éthique des décisions industrielles. Lorsque le profit passe avant la vie, les conséquences peuvent être irréversibles. Après des décennies d'erreurs, de tragédies et de découvertes, l'industrie automobile a finalement compris que l'innovation n'est pas seulement une question de créativité ou de marketing, mais aussi de responsabilité. Les voitures que nous conduisons aujourd'hui sont le résultat d'un long parcours d'essais et de corrections, et chaque élément de sécurité qui nous protège, des ceintures aux airbags, des serrures aux zones de déformation, porte en lui le souvenir de tout ce qui a mal tourné dans le passé. Ce souvenir de ces histoires n'est pas seulement une curiosité historique, c'est un rappel puissant que tout progrès réel vient de la volonté d'apprendre des échecs, d'écouter les données, de respecter la vie et, surtout, de donner la priorité à l'être humain dans chaque décision. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire des dispositifs les plus dangereux jamais installés dans les voitures, dites-le moi dans les commentaires, laquelle de ces inventions vous a le plus surpris. Profitez-en pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec tous ceux qui aiment aussi les voitures et veulent comprendre
comment nous en sommes arrivés là. Cela permet à la chaîne de se développer et me motive à continuer à vous proposer des histoires qui nous informent, nous surprennent et nous font réfléchir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.